Il doit manquer quelques chaises, mais c'est pas très grave. Il reste 2 places devant, si vous voulez. 3. Il reste 2 places devant. Il diminue. Non, vous êtes bien debout. Donc, bonsoir. C'est déjà toute l'équipe vous remercie d'avoir répondu présent à cet événement, à ce workshop qui est co-organisé par 2 événements qui sont le Startup Weekend Lyon et le Hacking Health Lyon, dont le but est en fait commun. Il est tout simplement de fédérer sur la région lyonnaise une communauté d'acteurs des medtech et même plus généralement de la santé. Quand on parle d'acteurs, on parle pas uniquement d'industriels ou d'institutionnels, mais on parle aussi de start-upers, d'entrepreneurs, de professionnels de santé et de patients. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Donc, je vais commencer par vous présenter très rapidement les 2 événements, ça va aller assez vite. Et ensuite, on a des professionnels de santé qui viendront vous présenter cette problématique de manière assez rapide, 5 minutes de présentation et 3 minutes de questions. Donc ça va durer au total à peu près 1 heure. Et ensuite, on aura donc l'ouverture du cocktail pendant lequel vous pourrez discuter entre vous. Il y a pas mal de participants du Startup Weekend de ce week-end qui sont là, donc n'hésitez pas à discuter, à échanger sur vos idées pour les pitchs de vendredi soir. Donc très rapidement, les 2 événements, comme je l'ai dit, sont le Startup Weekend Lyon qui a lieu donc ce week-end, juste derrière vous sur la colline de Fourvière, juste à côté de la basilique. Vous pouvez encore vous inscrire si vous êtes intéressé. Et le Hacking Health Lyon qui a lieu à la fin de l'année du 18 au 20 novembre à l'ENS Lyon. Donc sur le Startup Weekend qui a lieu donc, ce week-end, sur cet événement, l'idée est donc de travailler tout un week-end en mode ultra intensif, donc sur 54 heures, vous pouvez un petit peu dormir bien sûr, sur des startups innovantes en medtech ou dans la santé de manière un peu plus générale. On aura à peu près une centaine de participants qui seront pluridisciplinaires, c'est-à-dire des professionnels de santé, des business, enfin des profils business, des créatifs, des designers, des personnes qui font de la communication et des techniques, donc des scientifiques, des développeurs, quelques chercheurs aussi. Ces personnes vont travailler tout le week-end et vont être accompagnées le samedi par à peu près une dizaine de coachs, par même une dizaine de coachs, qui eux sont spécialistes en organisation des systèmes de soins, qui sont médecins, qui sont spécialistes en propriété intellectuelle, spécialistes en innovation, etc. Enfin, vous avez la liste des 10 compétences, celle-ci vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'événement. Et donc ces participants vont travailler tout le week-end sur la partie business, sur la partie un petit peu sur la partie design, et éventuellement sur un prototype, un démonstrateur, au moins en partie fonctionnelle, mais c'est pas obligatoire, donc du projet qu'ils auront monté donc, le vendredi soir en équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première édition MedTech en France. Si vous n'êtes pas encore inscrit, sachant que vous êtes là, il y a le code de réduction Skyroom qui vous permet de bénéficier des places au même prix que 2-3 mois en arrière, c'est-à-dire à 40 € le 60 €. Charles Benoît, il est là. Merci Benjamin. Et bonjour à tous, merci Benjamin. Alors effectivement, on a souhaité créer cette cohésion et cette cohérence avec cet événement qu'on organise fin novembre, qui s'appelle le Hacking Health, dont nous avons une représentante ici du nom de Julia Delrieux, qui nous vient tout droit de Montréal. Alors Hacking Health, en fait, c'est porté par une association montréalaise qui a vocation et qui a tout intérêt à créer justement ces dialogues, un peu comme le Startup Weekend, ces dialogues entre ces différentes communautés, ces différents écosystèmes, que ce soit des professionnels de santé, des patients, des designers, des développeurs informatiques, des créateurs, des entrepreneurs en tant que tels, et vraiment ce souhait de créer des nouveaux projets pour pouvoir les pousser
jusqu'à la création de prototypage. Et là, ce qu'on veut faire vraiment à Lyon, c'est de créer cette cohérence entre ce qui va se passer pendant le Startup Weekend, ce qui va se passer pendant le Hacking Earth pour pouvoir pousser, faire émerger ces projets, pouvoir les expérimenter sur le terrain et pouvoir justement favoriser cet atterrissage de projets, imaginer comment créer justement tous ensemble des nouveaux projets innovants pour faciliter et améliorer la relation avec les patients. Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Et également, le petit plus, et c'est ça qui est intéressant aussi pour vous, c'est que l'équipe gagnante du Startup Weekend gagnera ce qu'on appelle une wildcard, c'est une entrée automatique directe sur le Hacking Earth, et on aura plaisir de les accompagner sous le même format sur tout un week-end. Vous allez pouvoir rencontrer des professionnels de santé, des coachs qui vont vous aider et qui vont vous pousser à prototyper pour avoir une solution fonctionnelle à la fin du week-end et pouvoir également espérer la tester et l'expérimenter, ou en tout cas rencontrer le maximum de gens pour pouvoir justement imaginer la santé de demain. Merci Benjamin. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais les deux événements ne sont absolument pas concurrents, ils sont vraiment complémentaires. Le Startup Weekend, on va travailler sur la partie business, et le Hacking Earth, on travaille vraiment sur la partie prototypage, et on met de côté le business. C'est bien ça. Donc, oui, Antoine. Là. Il est là. Bonsoir. Merci à Benjamin et à Benoît. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des problématiques. Donc, cette problématique ce soir, une petite heure. Nous allons commencer et accueillir Vincent Fourtoul pour parler d'améliorer la traçabilité de l'identification du patient pour sécuriser le parcours de soins. Et Benjamin va nous mettre la présentation. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Vincent, je suis médecin, je suis ophtalmologiste à l'hôpital à la Croix-Rousse à Lyon. Et pour moi, c'est la toute première fois que je participe à cette réunion et c'est la toute première fois que je vais participer au Startup Weekend. Donc, je suis bien motivé, un peu anxieux, on ne sait pas trop comment ça se passe et vous n'entendez pas. Il marche pas. Si j'appuie le bouton, c'est mieux. Mais bon, Changer l'essence à la page. vous m'entendez en fait. Alors en fait, je vais vous parler de deux problématiques. Et une qui me tenait un peu à cœur, c'est l'identification du patient, la sécurisation du parcours de soins. Pourquoi? Parce qu'on est confronté tous les jours, c'est que je suis chirurgien à l'hôpital, et entre le service médical, le bloc opératoire, le retour dans le service, la consultation, il peut y arriver plein de grèves. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simple. Non, on a vraiment l'impression que c'est hyper high-tech. Alors, on a du matériel hyper high-tech pour opérer des lasers, des choses incroyables. Par contre, le reste, c'est vraiment c'est les années 50. Et vous allez voir comment ça se passe en vrai. Alors là, c'est l'hôpital à la Croix-Rousse où je travaille. Et nous, on est au 3e étage. Et c'est vrai qu'entre le moment où le patient rentre à l'hôpital, il est dans sa chambre. Vous voyez, le patient est dans sa chambre, du moins, là, il n'y a pas de lit. Pourquoi? Parce que c'est souvent des chirurgies en ambulatoire. C'est-à-dire, c'est des chirurgies de la cataracte du glaucome où les gens rentrent le matin à 8-9 heures et repartent à 13-14 heures. Et en fait, il y a un turnover de patients énorme. Il y a 10-15 patients par matinée. C'est que ça fait des grosses matinées. Et les chirurgies ne sont pas très longues. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper concentré. Il faut pas se planter. Il ne faut pas se planter de côté. Ce n'est pas encore arrivé. C'est arrivé qu'il y ait le risque de se planter. On a fait qu'on arrive et qu'on nettoie les côtés, qu'on les infecte. C'est un peu le stress, un peu le patient déjà. Après, on l'entend pendant des semaines, on raconter docteur. Et de toute façon, il fallait faire les 2 yeux. Mais plus sérieusement, voilà. Donc, juste pour vous montrer en image, c'est des photos que j'ai prises lundi matin. Donc ça, c'est le planning du bloc opératoire. Là, c'est le planning du bloc opératoire
ici avec les différentes salles, et c'est qu'on a un planning énorme. Et donc, au début, on est dans le service d'hospitalisation ambulatoire, on a les listes des patients avec les différentes indications. Le patient est dans sa chambre, on vient le chercher. L'infirmière, en fait, quand elle réceptionne le patient, vous voyez, c'est pas si high-tech que ça. Elle prend le dossier du patient et elle note des petits trucs dessus, elle regarde l'indication, quel est le côté de l'œil à opérer, et qu'est-ce qu'elle fait ensuite après? Elle a une... Ensuite, elle a une feuille où elle vient noter, alors j'ai caché dans des patients en gris, et elle vient noter le côté de l'œil opéré. Vous voyez, le OD, œil droit, etc. Enfin, et elle met l'indication, mais réécrite à la main. Donc c'est toujours quelqu'un qui recopie quelque chose, c'est pas vraiment high-tech. Et il y a toujours un risque dans la transcription d'informations aussi importante que ça, qu'il y ait quelqu'un qui se trompe à un moment donné dans la chaîne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en plus la feuille de traçabilité des patients pris en charge en pré-induction de FANU. C'est-à-dire les patients arrivent, traçabilité. Bon, c'est pas top, mais ça se passe comme ça et on n'a pas de souci. Ensuite, l'aide-soignant et brancardier viennent chercher le patient, ils l'amènent dans les différents couloirs, c'est un petit peu long. Et voilà, le patient, il a juste une petite étiquette, c'est pas très épais, juste une étiquette avec un petit code barre. Il n'y a aucune info spéciale dedans, si ce n'est son nom, son prénom, sa date de naissance. Et c'est une étiquette sur le bras que l'infirmière a posée. On arrive au bloc, on badge juste avec une petite pochette, comme un carrefour, l'étiquette du patient. On a juste son nom qui apparaît, mais on n'a dedans aucune autre info. On n'a aucune autre info et c'est là où c'est intéressant. On ne sait pas quel œil va être opéré, quelle est l'indication au type anesthésique qui est prévu. Voilà. Et donc, par contre, dès que le patient rentre en salle, on a cette checklist qui est maintenant devenue, c'est le standard depuis 2010. C'est l'HS, la Haute Autorité de Santé, qui recommande d'utiliser la checklist avant chaque opération. Le patient rentre en salle et on a en fait un pool de questions à poser. Est-ce que c'est bien ce côté-là, etc. Sauf que les patients, quand ils arrivent, ils sont souvent un petit peu prémédiqués et un petit peu endormis. Donc, il y a le risque de se tromper. L'infirmier va cocher une checklist en fonction des réponses qu'on lui donne et que lui donne le patient sur l'ordinateur. Et ça, en fait, quand je dis tout ça, vous avez vu, non, c'est vraiment pour éviter ça. C'est vraiment pour éviter de faire la une des journaux. C'est quand j'ai une sécurisation du parcours de soins du patient. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est arrivé. Ça a été publié il y a quelques jours. Et c'est dramatique, quoi. On n'a pas envie de se retrouver là. Ça, c'est dramatique. Il faut surtout penser, je pense que c'est important comme problématique, parce que derrière, il y a quand même. Et ça peut être mieux dans 10 ans, 20 ans. J'ai dépassé. Très bien, merci, on passe beaucoup. Je pense que le public a bien sonné, je pense. Il y a sûrement quelques questions pour approfondir. Donc, monsieur? Est-ce qu'il y a une volonté de la part des directions des cliniques ou des hôpitaux de faire améliorer le système? Parce que finalement, ça pourrait être les clients, ceux qui payent. On me demande s'il y a la volonté, exactement. Alors en fait, les hôpitaux, les cliniques ont toujours peur que ça arrive. Par contre, il y a toujours le côté business, le côté finance, c'est devenu primordial. Et donc on ne peut plus rien faire sans le côté finance. Et à la limite, les cliniques, les centres privés évolueront peut-être d'abord, je pense, avant les centres hospitaliers, les publics. Ça, vraiment, on est sûr, je ne veux pas dire sur l'économie de soins, mais c'est qu'on investit tellement d'argent sur du matériel high-tech dont on ne peut plus se passer, du matériel d'imagerie, où nous, c'est qu'on n'a que des matériels, des implants, des derniers clés au bloc, on va dire que tout ça, tant que ça tourne pour le moment, tant que ça tourne, ils ne veulent pas mettre les moyens. Ils ne veulent pas mettre les moyens pour un dossier, par exemple, un dossier patient informatisé. Ils ne veulent pas mettre les moyens pour des choses plus simples, des choses d'imaginer un bracelet RFID, vous passez, tac, ça badge directement le patient et on a un petit bracelet avec des vraies données dans une puce et pas juste le nom, la date de naissance et le prénom. C'est génial.
juste avoir un système informatisé, ça reviendrait moins cher que le système actuel. Je pense, ouais, exactement. Ça reviendrait moins cher, mais ça reviendrait moins cher, mais après ils s'exposent. Après, c'est un peu la politique que se fait. Après, c'est plutôt se traite un petit peu à des. Ils sont déjà en train de limiter les personnels, de rendre les personnels infirmiers en particulier polyvalents pour pouvoir les enlever d'un service, les mettre dans un autre dès qu'il y a quelqu'un d'absent et donc avoir moins besoin d'infirmiers, d'infirmières. Pas trop pour les médecins pour l'instant, mais c'est vrai que ça reviendrait moins cher à terme. C'est juste l'investissement initial, je pense, qui reviendrait cher, peut-être. Mais sur le long terme, si on réfléchit sur le moyen et le long terme, ça sera moins cher. Le patient n'a pas du tout de dossier informatisé en fait. Le patient n'a pas de dossier informatisé. En fait, comme à l'infirmière remplit à la main, L'infirmière il y a remplit à la qu'un dossier main. papier. Il y a un dossier papier, on a une grosse pochette. Il ne faut pas que le banquier oublie la pochette, c'est ça. Qu'il ait mélangé la pochette des fois. Parce que des fois la pochette a été mélangée, c'est sur un autre brancard. C'est très rare, mais on s'en rend toujours compte parce qu'on fait, heureusement, parce qu'on fait la checklist de l'achat, c'est heureux. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dossier informatisé. Il y a quelques rares cliniques, ou en tout cas les centres privés, qui l'ont. Et parce qu'ils ont fait des investissements. Là, le parcours de soins que vous venez de présenter, il est propre au service Croix-Rouge ou au service ophtalmo. On voit ça dans d'autres disciplines et dans... Là, c'est un exemple, je vous ai donné moi l'exemple que je vis tous les jours parce que je suis chirurgien là-bas, mais c'est ce qu'on a tous les jours. C'est ce qu'on a dans toutes les spécialités, que ce soit la chirurgie orthopédique, viscérale, chirurgie ophtalmo, et dans tous les hôpitaux à Lyon, et même à Paris. Même si vous allez au 15-20 à Paris, l'hôpital du 15-20, on parle souvent de tout ça en référence au traitement, en tout cas pour l'ophtalmologie. Alors, il y a super patron, super professeur, des gros spécialistes, mais c'est encore un peu plus archaïque des fois qu'un qui se vend tout papier. Je me demandais aussi si ça bloquait du fait de la sécurisation des données en fait de la confidentialité, parce que si c'est informatisé, c'est la question de l'accès et comment sécuriser l'accès et Sauf que des papiers, c'est complètement sécurisé comme un serveur. C'est Prends un serveur sécurisé avec les normes HIPAA qui sont en termes de sécurité santé, c'est 100 fois plus sécurisé qu'une pochette papier. Je ne connais pas toutes les normes, mais on a plein de choses sécurisées. On accède à notre banque sécurisée en ligne, enfin on a toutes sortes d'infos maintenant sécurisées, donc je pense qu'en fait c'est obsolète. Je pense qu'on a fait le tour, on pourra en discuter après autour du cocktail. Passer à la problématique suivante. Merci beaucoup en tout cas. Je vais accueillir Camille à la main. Effectivement, je m'appelle Camille et je travaille au Centre IG comme chef de projet. Donc, je vais vous parler un petit peu du Centre IG parce qu'on a un lieu un petit peu atypique. Donc, on a un centre de prévention et de recherche sur le cancer à Saint-Étienne. On dépend de l'Institut de cancérologie de la Loire. Et donc, on a un lieu à la fois d'accueil du public, donc du public toute population, et aussi de patients. Et on fait également de la recherche sur le cancer. Alors, on ne fait pas que la recherche clinique, on fait aussi la recherche interventionnelle, donc la recherche en population. On monte des programmes et on teste pour voir s'ils sont efficaces ou pas. Donc je vous parle de ça parce qu'on a notamment un espace qui est dédié aux patients et aux proches et on monte des programmes d'éducation thérapeutique pour les patients. Donc des programmes d'éducation thérapeutique, en gros, c'est des programmes qui permettent aux patients de monter en compétence à la fois sur son traitement, sur sa maladie, pour qu'ils prennent un peu mieux en charge sa pathologie. Et on accueille aussi les proches des patients. Et ces proches, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il y a, en tout cas, beaucoup d'études démontrent que les proches, ce qu'on appelle des aidants, leur santé se dégrade parce qu'à force de prendre en charge justement le patient, la personne malade, ils sont eux aussi soumis à du stress, de l'isolement, une diminution des relations sociales et du coup tout ça entraîne une dégradation de son état de santé. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a très peu de choses qui est mis en place pour des aidants. Et encore plus en cancérologie, moi j'ai fait un peu des recherches sur ce qui se faisait, et en cancérologie, il n'y a quasiment rien. Alors dans d'autres pathologies, notamment sur les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de choses et des associations qui sont montées
pour aider les personnes aidantes, mais en tout cas en cancérologie et sur plein d'autres pathologies, il n'y a quasiment rien en dehors de sites internet d'information, mais vous et moi, je pense qu'on sait que voilà, un site internet vitrine, ça n'aide pas forcément quelqu'un. Alors on peut trouver de l'information, hein, bien sûr, mais l'information ça ne suffit pas. Et voilà, aujourd'hui à l'ère du numérique, moi je pense qu'il y a plein de choses à inventer pour pouvoir aider ces personnes, pour pouvoir leur donner du répit, pour pouvoir les former, pour leur donner un peu plus d'informations sur les lieux ressources, sur les endroits où ils pourraient trouver de l'aide, sur les dispositifs d'aide qui existent et tout ça. Donc après voilà, moi j'ai pas de solution toute faite, mais je pense que ça peut être un bon sujet pour un Startup Weekend de réfléchir à une solution pour les aider. Voilà. Merci. Il y a sûrement des questions. Je ne sais pas si vous êtes expert de la problématique ou... Sachant que pour rajouter, aujourd'hui on a 15 millions de patients en maladies chroniques, donc c'est-à-dire des maladies de longue durée. Donc si potentiellement on a autant de personnes aidantes à côté, et la population française vieillit, donc c'est vrai que c'est une problématique qui est vouée à si personne s'en occupe, voilà, ça va vraiment poser un problème sur le long terme. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'objets connectés actuellement qui aident dans la gestion de ces maladies chroniques ou si justement il y a une absence de ça et peut-être inspirer certains des participants ce week-end à penser des liens entre objets connectés et la problématique? Alors, des objets connectés pour les patients, il y en a. Typiquement, pour le diabète, aujourd'hui, on peut prendre sa glycémie avec un objet connecté et s'envoyer directement chez le médecin et tout ça. Donc ça soulage effectivement, ce genre de choses, ça soulage au final le rôle de l'aidant. Mais après, pour les dents, il n'y a rien qui est prévu et donc il y a peut-être des liens à faire entre les objets connectés prévus pour les patients et ce qui manque chez les dents. La problématique est vraiment de trouver quelque chose à aider d'un point de vue santé physique, où on est aussi sur le côté psychologique, parce qu'il y a toute la charge automatiquement pour les aidants psychologiques. On parle plutôt sur la partie contrôle de la santé des aidants. Non, en fait, quand on parle d'état de santé, c'est à la fois l'état physique et l'état psychologique. Et notamment chez les aidants, ce qui se voit beaucoup dans les études, c'est un sentiment d'épuisement, donc ce qu'on appelle dans le milieu du travail du burn-out, mais ça arrive en fait chez les aidants. Parce que en fait, les patients, quand ils vont à l'hôpital, ils sont accompagnés par des professionnels de santé. Quand ils rentrent chez eux, ils sont accompagnés par leur personne aidante. Mais l'aidant, en fait, lui, au quotidien, il s'occupe à la fois du traitement de la personne, à la fois des activités quotidiennes. Donc il est à la fois semi-professionnel de santé, mais pas formé pour. Et aussi soutien psychologique pour la personne malade. Enfin, voilà, dans toutes les étapes de la maladie. Donc c'est vraiment les deux aspects psychologiques et physiques. Enfin, on n'est pas obligé de travailler sur les deux en même temps, mais en tout cas, les deux sont à prendre en compte. D'autres questions? Peut-être une dernière question, je vais poser moi-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui peuvent remplacer les aidants aujourd'hui? Est-ce que les aidants, des fois, s'effacent pour laisser la place plus aux professionnels sur le terrain? Dans un sens, oui, parce qu'il y a de plus en plus d'hospitalisation à deux. Enfin, en tout cas, le patient est voué à passer beaucoup moins de temps à l'hôpital et plus de temps à la maison. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour que les professionnels viennent au domicile des patients. Après, le professionnel ne remplacera jamais l'aidant, dans le sens où l'aidant, il est là 24 heures sur 24 et quoi qu'il arrive, un professionnel n'est jamais joignable 24 heures sur 24. Il y a la place pour le professionnel, mais en tout cas, la place de l'aidant est très importante. D'accord. Alors, merci. On va nous présenter, on va peut-être les faire les deux en même temps, une seconde problématique. On l'avait mis plus loin, mais on trouve ça plus intéressant de nous présenter tout de suite. On reviendra ensuite sur les deux précédentes. Ok, donc là je passe un peu plus sur mon domaine sur lequel je travaille un peu plus que sur les aidants. Au Centre IG, comme je vous disais, on fait de la recherche interventionnelle et notamment on travaille beaucoup sur le dépistage des cancers. Donc je ne vais pas
rentrer trop dans le détail parce que ça va devenir un peu technique, mais en gros en France on a 2 dépistages organisés. Vous êtes un peu jeune donc vous ne devez pas savoir, mais en tout cas à partir de vos 50 ans, les femmes, vous allez recevoir une invitation à faire un test de dépistage du cancer du sein tous les 2 ans. Et les femmes comme les hommes, à 50 ans, vous allez recevoir une lettre d'invitation pour faire un test de dépistage du cancer colorectal. Je suis désolée, ça peut être très glamour. Mais voilà, tous les 2 ans, vous allez recevoir ces lettres d'invitation donc, qui vont vous orienter vers des professionnels. Il faut savoir que aujourd'hui, les taux de participation à ces tests, ils sont bien en deçà de l'objectif qui a été fixé, notamment par les plans cancer. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus, on crée des programmes pour essayer de pousser la population à plus participer à ces tests. Parce que déjà, c'est un programme qui est national, donc toutes les personnes qui ont entre 50 et 74 ans sont invitées à participer à ce dépistage. Donc c'est vraiment un gros dispositif qui est mis en place, qui est délégué à des associations qui gèrent ça sur les départements. Et pourtant, la population ne s'empare pas de ce dispositif et ne participe pas comme on voudrait, suffisamment à ce test. Et notamment, énormément d'études montrent que c'est dans les populations les plus défavorisées et en milieu rural qui participent le moins à ces dépistages, alors que, j'espère que vous le savez, mais en tout cas, faire un test de dépistage, ça permet de découvrir plus vite s'il y a une lésion et du coup de prendre en charge la personne plus rapidement et d'améliorer du coup son taux de survie, sachant que le cancer du sein et le cancer colorectal pris tôt, c'est des cancers qui se soignent plutôt bien. Donc voilà, c'est vraiment un objectif de santé publique d'améliorer cette participation au dépistage. Et aujourd'hui, voilà, une fois de plus, je me dis qu'il y a plein de gens qui ont des super idées et aujourd'hui on est sur un système d'invitation papier qui est envoyé chez les gens tous les 2 ans. Il y a plein d'études qui montrent que voilà, l'information papier, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Il y a des gens qui voient pas que qui pensent que c'est une pub et qui le mettent directement à la poubelle. Donc voilà, je pense qu'il y a encore une solution innovante à inventer là-dessus. Merci. Question ? Est-ce qu'il y a un coût direct et indirect pour l'usager sur un dépistage? Non, justement, c'est tout pris en charge. En fait, alors, sur le dépistage du cancer colorectal, l'invitation papier invite la personne à aller voir son médecin qui lui donne le test de dépistage. Et effectivement, quand on va chez le médecin, ça coûte 23 €. Après, c'est pris en charge. Donc, effectivement, il y a un coût. Et pour le dépistage du cancer du sein, en fait, on nous envoie une ordonnance pour aller passer une mammographie. Et il n'y a pas de... Après, c'est comme partout, si on va dans un hôpital, c'est gratuit, si on va dans une clinique... En tout cas, normalement, si on fait le parcours de soins comme il est décrit dans l'invitation, normalement, il n'y a pas de coût engendré par un test. Et du coup, je rebondirai sur une autre question. Est-ce qu'il y a des déserts régionaux en termes d'endroits pour passer un dépistage? Oui. Comme pour je pense tous les services de santé, effectivement, si on est en Ardèche, c'est plus compliqué de passer une mammographie. Il faut faire plus de kilomètres. Je suis ardéchois. Exemple bien trouvé. Est-ce que le listing des patients est géré régionalement? En fait, chaque région a son listing et doit avoir accès à combien de personnes font le dépistage? Alors, c'est des associations qui sont en charge de gérer le dépistage et c'est au niveau départemental. Donc, c'est elles qui ont effectivement des listings avec les adresses et qui recoupent aussi avec la CPM pour avoir justement, s'il y a des changements d'adresse, ils recoupent les informations. Donc il y a quand même, effectivement, il y a un taux de personnes qui sont, je pense, qui passent à la trappe, mais il est minime. Et l'idée, c'est pour améliorer le taux de réponse, c'est de restimuler les gens, c'est-à-dire éventuellement de les recontacter pour leur... il y a faciliter la tâche en fait. Il y a à la fois en fait de travailler sur la récurrence parce que c'est tous les 2 ans et que les personnes doivent faire le test tous les 2 ans. Et il y a aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont reçu l'invitation il y a 6 mois et qui ont oublié de le faire et du coup effectivement il y a un côté... alors elles sont relancées, c'est prévu dans le système, mais elles sont relancées sous format papier, invitation par courrier.
voilà, il y a là aussi, sur la relance, peut-être quelque chose à trouver. Juste une question justement par rapport à ces relances. Moi j'imagine bien quelqu'un dans une petite maison de santé avec son tableur Excel en train d'imprimer via public postage les invitations. Ça se passe comme ça ou il y a une base de données qui est gérée nationalement et c'est géré de manière informatique ou c'est vraiment à la mano et... Non, c'est géré informatiquement. D'accord. Ouais, heureusement. Je sais qu'on va vers la médecine, on est un peu en retard, mais non, heureusement, non, parce que il y a des systèmes informatiques qui génèrent les invitations automatiquement tous les 2 ans, avec les relances 3 mois plus tard, c'est tout géré informatiquement. Et il n'y a pas de relance par mail, SMS ou non, ce genre de choses encore? Non. Moi j'ai une question. Et pourquoi ils sont forcément... Merci. Et pourquoi ils sont forcément obligés de passer à chaque fois par soit leur médecin, soit je suppose le gynéco? Alors ils ne sont pas forcément obligés de passer par le médecin, mais l'idée c'est que le médecin traitant c'est quand même l'acteur central du dispositif et qu'il doit aussi conseiller le patient. Il ne doit pas juste délivrer un test, il doit aussi le conseiller, lui expliquer comment il faut faire. Alors on a changé de test pour le dépistage du cancer colorectal, maintenant c'est un test qui est plus simple. Mais l'objectif c'est que le médecin reste voilà, la personne qui accompagne, mais aujourd'hui, si le patient, enfin si la personne ne va pas voir son médecin, au bout de la 3e relance, on lui envoie directement le test chez lui. Il y a ça qui est prévu, mais normalement, on est quand même censé... Et pour la mammo, c'est par le... La mammo, malheureusement, il faut quand même se déplacer pour la passer. C'est directement, on prend rendez-vous dans un centre de mammographie, on ne passe pas par le médecin traitant. On va prendre une dernière question. Juste à la question sur la base de données, vous disposez de quelle info? Uniquement postal alors ça, je pourrais pas dire pour tous les départements, mais oui, je crois que c'est nom, prénom, adresse postale. Je suis pas sûre qu'on ait les numéros de téléphone, les dates de naissance, on a, pour pouvoir justement à partir de 50 ans envoyer des invitations. Mais je crois qu'on a même... Je ne pourrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'a même pas les numéros de téléphone. Non, alors les mails, Bien. Nous allons laisser poser la question suivante. Juste une dernière question, le taux de participation, il est de combien? Alors pour le dépistage du cancer du sein, il est de 52% à peu près. Mais on sait que les femmes sont plus impliquées dans la santé et prennent plus en charge de la santé. Donc, mais bon, l'objectif européen il est de 70%, donc on en est encore loin. Et pour le dépistage du cancer colorectal, sur l'ancien test, c'est à peu près 32-33%. Donc là, il y a un nouveau test, on attend de voir si le nouveau test qui est plus pratique augmente la participation, mais pour l'instant, on attend. Merci. Nous allons maintenant accueillir Thierry Basset, CHU Saint-Étienne, pour présenter l'amélioration et l'observance de traitement. Bonsoir à tous. Donc moi je suis pharmacien de biologie, je travaille dans un laboratoire de pharmacologie à Saint-Étienne et je suis venu vous parler un petit peu de médicaments. Alors tout simplement on a vu dans les exposés précédents que c'est bien d'avoir les patients, de trouver le bon diagnostic, de leur donner le bon médicament. Il y a un problème pas évident, mais un problème qu'il faut connaître, c'est celui de l'observance. L'observance c'est quoi? C'est simplement qu'une fois qu'on a trouvé la pathologie, qu'on a choisi le bon traitement pour la pathologie, l'observance, c'est que le patient prenne le bon médicament, ça peut être un problème, prenne la bonne dose du médicament et le prenne dans les bonnes conditions. Le matin, le soir, avant, après les repas, à distance d'eux, etc., etc. Tout ça, ça s'appelle l'observance. C'est un critère qui est connu, qui est suivi depuis très longtemps. Il y a de nombreuses études qui ont étudié ça sur des populations nord-américaines, en Europe, dans des pays en développement, peu importe, quoi qu'il arrive, l'humain est fait de telle manière que dans toutes conditions, on retrouve à 50% d'observance correcte. Ça veut dire pour tous les traitements prescrits, à plus forte raison, plus les traitements durent longtemps, plus ça s'aggrave. On parlera surtout des problèmes liés au traitement des pathologies chroniques, mais la moitié des traitements prescrits ne sont pas pris correctement. Donc entre pas pris correctement. Les conséquences, elles peuvent être graves, sont assez évidentes. Si on ne prend pas le traitement, on ne traite pas la pathologie. Donc on va aller vers de l'inefficacité, l'évolution des pathologies, le développement de complications
une surconsommation de soins, parce que du coup, si on n'est pas traité, on retourne chez le patient. Donc, il y a les problèmes évidents pour le patient d'aggravation de ses pathologies, mais il y a le coût pour la société également du support de la mauvaise observance. C'est des patients qui retournent plus souvent dans le système de santé et qui augmentent le coût de leur traitement. Il y a plein de choses qui ont été testées. Il n'y a pas de solution miracle, on n'est pas arrivé. Alors, il y a quelques expériences qui montrent des petites améliorations, mais nécessairement, il va falloir que la technologie et les objets connectés puissent améliorer les choses pour aller vers une meilleure observance des patients. Je pense que je vais rester assez concis. Si vous avez des questions, ce sera mieux. On va rattraper un peu de retard, s'il y en avait. Merci. Merci. Vous avez parlé comme quoi il y a des tentatives qui ont été faites, notamment l'observance, c'est un gros sujet, il y a beaucoup de choses qui existent. Pour les gens qui seraient intéressés par votre défi, vous allez pouvoir les orienter vers des solutions, leur montrer, expliquer un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, etc. Il y a beaucoup de choses dans la littérature scientifique et même dans la littérature vulgarisée, il y a des recommandations de l'OMS, il y a plein de choses sur qu'est-ce qui serait bien si on avait de la bonne observance. Maintenant, dans les solutions qui ont été testées, il n'y a pas grand-chose. Des choses qui ont été faites avec des systèmes de rappel SMS, on comprend une petite communauté de patients, il faut bien les connaître, il faut avoir leur numéro de téléphone, il faut être sûr qu'ils répondent tous, puis on va leur envoyer des SMS régulièrement attention de venir au traitement. Donc sur des populations très ciblées, oui ça va marcher, on va montrer qu'entre un groupe contrôle et un groupe patient, on va améliorer de 10-20%. Donc ça peut exister. Des solutions qui ont été trouvées avec des pilules électroniques, mais ça a un coût assez important. Il y a plein de choses qui ont déjà été testées, il n'y a pas encore de solution miracle, et en tout cas pas à l'échelle du problème, parce que le problème c'est l'ensemble des pathologies chroniques. Des pathologies chroniques, ça veut dire une pathologie qui va durer pour la vie du patient. Un patient asthmatique qui doit prendre correctement son traitement et utiliser correctement son inhalateur, c'est tous les jours de toute sa vie. Donc c'est 50% d'observance, c'est une infinité de possibilités de déroger à la règle. Est-ce qu'on a pu chiffrer le coût d'une mauvaise observance? Alors, oui, ça a été chiffré dans des études très précises. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais j'en ai certains que j'ai retrouvés. C'est assez facile d'accès, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Les Américains sont très friands de ça parce que leur système de santé fait qu'il est très orienté sur les coûts. Et c'est chiffré, c'est colossal. Est-ce que vous avez déjà vu des expérimentations avec des espèces de coaching digital avec un avatar d'infirmière où le patient puisse se rappelle plus comment il faut prendre, il a du coup quelqu'un qui lui... Je sais que ça a été proposé dans des expérimentations, il y a des résultats scientifiques là-dessus, mais c'est là, pour l'instant ce sont des expérimentations menées sur un petit nombre de patients dans une pathologie précise autour d'un centre, c'est plutôt à vocation scientifique et exploratoire. On a identifié les causes de non-observance, que c'est de la lassitude pour les maladies chroniques, est-ce que les gens ne se rappellent plus, comment il faut prendre... C'est un peu de tout, c'est un mélange de tout ça. Il y a de la lassitude, il y a quelque chose qui a été identifié assez clairement, c'est le fait que les patients peuvent ne pas être conscients du risque. Ils vont voir le médecin une fois par an pour une pathologie chronique, 2 fois par an. Ils vont aller voir leur pharmacien une fois par mois pour aller prendre leur traitement. C'est 2 contacts qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure. Sur une année, c'est la seule éducation qu'ils vont recevoir pour leur expliquer que c'est bien ce médicament-là qu'il faut prendre et que c'est très important de le prendre. Donc finalement, c'est peut-être qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas entendu l'information, et puis qu'au final, au bout de 6 mois ou 3 mois, pour ce médicament qui donne des crampes, on se rappelle plus bien de quoi c'est. Si on l'enlève, on n'a pas de crampes. Je pense que c'est pas. Est-ce que quelqu'un a pensé à changer la forme ou les couleurs des médicaments? Parce que ça, j'ai pas mal au niveau psychologique. Voilà, je sais pas. Oui, certainement. En tout cas, les industriels du médicament travaillent beaucoup sur la forme et les couleurs des médicaments. Le problème, c'est que si un industriel fait un très bon médicament, il faut savoir qu'il y a un moment des génériques. Au moment où les génériques arrivent, il est plus tout seul. À se retrouver avec des concurrents qui sont nécessairement moins chers, qui sont différents. Donc, peut-être que ça peut être une voie, mais dans la vraie vie, on ne pourra pas se retrouver avec la situation optimale du bon comprimé, de la bonne couleur qui fait qu'on pense pour l'ensemble des patients. On va prendre une dernière question. Et
Ici. Il existe, il me semble, des systèmes de traitement automatisés, un système collé sur le corps quelque part. Et dans ce cas-là, quels sont les taux d'observance des traitements totalement automatisés? Alors, si le traitement est administré par un tiers, on va s'approcher de 90-100%. Si on dépose une chambre implantable qui est rechargée par un infirmier qui vient à domicile, là on est sur du 100%, à part une défaillance du système automatisé, on va être sur 100%. Mais c'est pas cela qui pose problème. C'est les traitements chroniques par voie orale qui sont gérés par le patient. En fait, pourquoi je posais cette question, c'est parce que même si le système est automatisé, j'avais l'intuition que certaines personnes pouvaient aussi ne plus vouloir l'avoir. D'où la question. C'est ça. En fait, ça rejoint un peu un point dans la réflexion qui est comment on contrôle ça. Parce que la nature humaine fait que de temps en temps, ça nous embête, ça ne monte pas par vue, et puis voilà. C'est pas grave, il n'est pas pris soin, c'est pas un problème. Il faut avoir un moyen de contrôle. Ce qui a manqué dans les expérimentations, dans ce qui a été fait, c'est qu'on n'a pas de moyen de contrôle. On peut faire des SMS, on peut faire l'information, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas physiquement être derrière chaque patient à chaque instant. Enfin, on ne pouvait pas. Peut-être qu'avec les angiopédiques, on pourrait. Au moins, améliorer les choses. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer à encadrer l'automédication avec Vincent Fourtoul. Pas besoin de mes slides, en fait c'est assez simple. Alors pourquoi l'automédication? Tout simplement, automédication déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez tout ce que c'est? Quand on parle d'automédication, c'est quand on va soi-même prendre un médicament qui n'a pas été prescrit, que ce soit un médicament qui soit remboursé ou pas, peu importe, qui n'a pas été prescrit et qu'on s'automédique. L'automédication, qu'est-ce que c'est pas? C'est pas quand le pharmacien vous donne justement des conseils, vous allez à la pharmacie sans ordonnance, il vous dit vous pouvez peut-être essayer ça, et vous pose des questions. Ça, c'est la médication officinale. Là, il vous donne des conseils. L'automédication, c'est vraiment, on est hyper autonome. Et en fait, il y a un grand rapport qui a été écrit là-dessus, c'était par le Conseil national de l'ordre des médecins en 2001, qui précise un peu tout ça, tous les tenants et les aboutissants de l'automédication. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, première raison, ça concerne tout le monde. En fait, dans ce rapport, ils disent que 85% des Français font l'automédication. On a tous pris une aspirine, on a tous pris un médicament pour mal de ventre, etc. Contre la fièvre, avant d'aller consulter, c'est tout à fait normal. En fait, ça concerne tout le monde. Deuxième chose, pourquoi? Parce qu'en fait, ça concerne, a priori, dans ce rapport, 20% de l'ensemble des médicaments prescrits. C'est des chiffres de 98 qui sont un peu vieux, je n'ai pas retrouvé d'autres choses, c'est certainement différent. Il y avait 3 milliards de médicaments quasiment vendus, et ça veut dire qu'il y a environ 500 millions de ces médicaments utilisés qui n'ont pas été prescrits, qui font partie de l'automédication. C'est assez important. Ça, c'est que des chiffres, c'est pas très intéressant. Troisième raison, pourquoi? En fait, je vous dis parce que Uber existe. En fait, l'automédication, parce qu'on parle de l'ubérisation de la médecine. Et je pense de plus en plus, je suis assez passé pour mon compte, même en ophtalmologie, ça évolue assez vite. Et de plus en plus, il y a de nouveaux dispositifs qui évoluent. Et l'automédication, ça va exactement avec ça. On prend soin de soi, on a envie d'être parfaitement autonome, et une notion, les anglo-saxons utilisent beaucoup, c'est le self-care. Ça regroupe vraiment ça regroupe l'automédication responsable, prise en charge de la santé, du bien-être, ça peut être alimentaire, la prévention, ça va avec. Quatrième raison, pourquoi l'automédication? En fait, parce qu'il y a une vraie contradiction quand on regarde entre l'ubérisation de la santé, on est en train de chacun vouloir se traiter, s'auto-traiter tout seul, s'auto-suivre, on ne sait jamais autant surveiller l'activité cardiaque qu'on va courir, ça prouve le succès du Fitbit maintenant, quand on mesure ses pulsations, etc., ses nombres de calories, et c'est exactement ça. On va prendre des médicaments pour s'adapter aussi, enfin on peut tout imaginer, et il y a de plus en plus à vendre de médicaments sur Internet, en grande surface, qui va arriver. Et de l'autre côté, on est en 2007, et on n'a jamais été autant à cheval sur la traçabilité et la sécurisation, en même temps, sanitaire. Parce que vraiment, on veut qu'il y ait zéro risque, et de l'autre côté, il y a de plus en plus d'automédication. Donc il y a une petite contradiction là-dedans, et je pense qu'entre les deux, il y a un truc à faire. Je n'ai pas d'idée précise, je pense qu'il y a un truc à faire. Et dernière raison, c'est parce qu'en fait,
Ça concerne quelqu'un. C'est une copine, c'est Morgane, elle est ophtalmologiste aussi. Elle a 32 ans et elle était chef de clinique à Lyon Sud. Elle était vivante, mais en fait, l'été dernier, elle était chef de clinique là-bas. On était parti au ski au mois d'avril. Elle est tombée, elle s'est fait mal au genou. Petite foulure, vous savez, au niveau du ligament, du ménisque, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors on est médecin, qu'est-ce qu'on fait? On aspire. Ça, on aspire. Elle va au bloc, on a des pédales, le microscope, on aspirine, ça lui fait mal. Une aspirine par jour, c'est tout. Et que quand elle a mal. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques semaines, en fait au bout de 6 semaines exactement, c'était début juin, à une époque, elle a commencé en fait à gonfler un jour ici, mal à respirer, etc., hospitalisée en urgence, à Lyon Sud, en réanimation, elle est passée par les urgences, en réanimation, elle a fait une cellulite, ici cervicale, cellulite de la face, et en fait elle a fait une grosse infection qui comprimait les voies aériennes, juste pour vous dire qu'elle prenait de l'aspirine tout simplement, elle avait une petite carie, elle ne savait pas. Elle avait une petite carie qui lui faisait même pas mal, et en fait la petite carie a flambé, et sous traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien, on appelle ça les AINS, c'est un traitement qu'on a tous à la maison, souvent. En prenant l'aspirine, ça peut faire flamber certaines infections. Mais elle le prenait pour un mal de genou, donc ça marchait pour le genou, et donc c'est qu'elle a été hospitalisée, je crois pas, elle a été hospitalisée pendant 3 semaines en réanimation. Elle s'en est sortie, elle était intubée, ventilée, etc. Elle s'en est sortie, et maintenant, ils sont partis faire le tour du monde pendant 1 an, juste pour réfléchir avec son mari. Ils ont pris une sabbatique. Ça, c'est ses dernières photos Facebook. En Indonésie. Vous avez sûrement des questions par rapport à cette partie-là. On est tous confrontés. Voilà, j'ai pas de solution pour l'instant miracle à porter là-dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça peut être très très varié. On prendra 2 questions pour ensuite en parler. Ensuite. Donc vous êtes au département d'ophtalmologie. Si on parle de l'enjeu d'automédication demain, vous avez besoin de construire un MVP, un produit minimalement viable, qui va être testé dans votre département demain. Par rapport à cet enjeu d'automédication, est-ce que vous avez un sujet en tête spécifique pour une équipe pour qu'elle puisse prototyper pendant 48 heures? Pour l'automédication, tout ce qui est sécheresse oculaire ou infection, on va dire la conjonctivite de base. C'est là où les gens s'automédiquent. C'est-à-dire, en fait, nous on a des médicaments à prescrire, soit des antibiotiques, des anti-inflammatoires, peu importe, des antiseptiques des fois, c'est-à-dire antibiotiques. Ou alors vous allez chez le pharmacien, vous pouvez acheter toutes sortes de choses. Et même souvent les gens ce qu'ils ont, c'est on lui demande son point, sa voisine, qu'est-ce que tu prends? Et ça c'est fantastique. J'avais les rouges, ça a vachement bien marché. Et c'est pas toujours le cas. Des fois c'est des corticoïdes que les gens vont vous filer parce que oui ça marche sur l'œil rouge, mais ça fait flamber un herpès, donc ça nous est arrivé, on reçoit tous les jours aux urgences à la Croix-Rouge des choses liées à l'automédication, on a tous les jours. Je pense à un sujet. Est-ce qu'il y aurait que des médecins diplômés en médecine qui pourraient faire cet encadrement ou justement intégrer d'autres praticiens qui sont de plus en plus sollicités en fait, par les personnes qui ont ce recours à l'automédication et travailler en équipe pour pouvoir faire un encadrement peut-être qui est plus en phase avec aujourd'hui les pratiques? Le but du jeu, c'est justement de travailler en équipe et de ne pas travailler que dans le médecin parce que c'est d'avoir une équipe très variée, très ouverte parce qu'on est tous, bon, il y a des médecins mais on est tous des patients aussi, on est tous des patients qui sont symptômes et même quand on est médecin on ne fait pas les bons choix forcément, hein, on prend des choix mais c'est important je pense d'avoir différents sons de cloche et surtout en fait d'avoir un esprit complètement ouvert, très ouvert de ce côté-là et à ce niveau et il y a des choses à faire. Merci. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pendant le cocktail à aller voir M. Vincent Fortoul.
Nous allons donc passer maintenant à Benoît Sartre, qui n'a pas pu nous rejoindre, qui est à Tarbes, et qui nous a laissé une petite vidéo à propos des problèmes de communication au sein d'un service. Je m'appelle Benoît Sartre et je suis bientôt diplômé en soins infirmiers. J'ai été représentant des 3 promotions d'élèves infirmiers à l'UFC de Tarbes et j'ai aussi été membre de la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-technique à titre consultatif sur l'hôpital de Tarbes. Je vous remercie d'avoir accepté ma vidéo car je n'ai pas pu me libérer ce soir pour pitcher mes idées. Je serai présent parmi vous dès vendredi. Ma problématique est donc la suivante. Trop de temps est dédié à la communication. Comment en optimiser les flux? Donc, premièrement, les infirmiers répondent à toutes les demandes des familles. De nombreuses demandes pourraient être déléguées à un standard téléphonique ou un logiciel qui pourrait faire les transmissions entre les familles et l'équipe de soins et libérer du temps pour les équipes de soins, par exemple. Deuxièmement, les infirmiers doivent rappeler aux médecins de faire des prescriptions ou renouvellement de prescriptions. Ceci pourrait être remplacé par des notifications push sur le téléphone portable des médecins pour des prescriptions de longue durée notamment. Troisièmement, les infirmiers commandent et vérifient les traitements de la pharmacie et refont les piliers de chaque patient un à un, chaque jour ou chaque semaine. Les prescriptions pourraient être envoyées directement aux ordinateurs des infirmiers et à la pharmacie via une interface informatique. Quand la prescription reviendrait aux ordinateurs des infirmiers, le logiciel ajouterait automatiquement le traitement nouvellement prescrit au plan de soins. En fonction de la prescription, la quantité exacte de médicaments serait commandée automatiquement et non des boîtes. Quatrièmement, les infirmiers programment tous les soins dans l'informatique un à un, ce qui entraîne une grosse perte de temps lors des entrées des patients. Les infirmiers pourraient faire le recueil de données dès l'entrée du patient et tout mettre sur un logiciel qui programmerait automatiquement la planification des soins en fonction du degré de dépendance de la personne, de la grille GIR, et en fonction du type de service. En planifiant les douches et toilettes, tous les soins d'hygiène seraient automatiquement programmés selon des plans de soins type. Sixièmement, les dossiers papier dans certains services ralentissent les résultats d'examen aux courriers médicaux. Numériser tous les documents permettrait de transmettre plus rapidement les informations. Le septième point, beaucoup de stress est généré par une hospitalisation et de nombreux patients cherchent des informations souvent erronées sur Internet. Créer une base de données de conseils en soins infirmiers et d'explications de l'hospitalisation du parcours de soins et des soins via une application mobile hospitalière permettrait d'apporter une piste de solution. Huitièmement, lors du recueil de données auprès du patient, les régimes sans sucre, sans sel ou autres pourraient être directement transmis par informatique en cuisine et à la diététicienne sans perdre de temps. Neuvièmement, le manque de visibilité des professionnels du soin génère du stress auprès des patients. Une solution serait de permettre aux patients de choisir leurs intervenants à domicile selon leur zone géographique. Le médecin traitant pourrait être informé directement par informatique et les disponibilités des professionnels de santé seraient visibles sur une application. En synthèse, donc, je vous ai parlé de notification push, d'interface entre la pharmacie des infirmiers, la pharmacie de ville et le médecin responsable de la prescription. Il y aurait vraiment un gros travail à faire là-dessus, ça pourrait être intéressant. Je vous ai parlé d'une base de données, d'une interface entre la cuisine et le service de soins, et d'un annuaire de professionnels de santé de type Le Bon Coin avec un service de géolocalisation. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à vendredi. Salut. Merci à Benoît. On voit bien qu'il allait plus loin que la problématique. Il a ouvert différents axes. Je vous propose de prendre une ou deux réactions, si vous voulez réagir entre vous, déjà. Peut-être qu'il y a un d'entre vous qui est confronté aussi sur le terrain. Alors, moi je vais partager un peu l'expérience de Hacking Health parce qu'il y a des problématiques qui reviennent, ça fait partie des problématiques qui reviennent classiquement, ce qu'on appelle en bon anglais le patient journey, le voyage du patient. En fait là on a vu essentiellement la perspective côté infirmerie et je pense que c'est important, je crois que Benoît a amené un peu une liste d'épicerie entre guillemets de toutes les choses qu'il faudrait voir, mais je vous encourage à peut-être à repenser
par rapport à des expériences que vous avez entendu parler de patients, et de s'imaginer le patient à l'intérieur de l'hôpital, et de voir quels seraient les endroits où il y a des possibles interfaces entre les objets connectés, là il a pas mal parlé de problèmes de software, aussi l'interconnectivité des plateformes qu'ils utilisent, mais vraiment de se recentrer autour de l'expérience du patient et de la famille, et de repenser un petit peu à ces enjeux. J'espère qu'il les a transmis par écrit, parce que c'est quelque chose de beau, mais avant tout c'est ce qu'on appelle le voyage du patient. Donc renseignez-vous un peu en ligne, vous allez vous enrichir par rapport à la problématique, je pense. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Nous allons passer donc merci pour l'intervention. Nous allons donc passer à la dernière problématique, qui est révolutionner le mécanisme de publication scientifique, présenté par Laurie Fraticelli. Bonsoir à tous. Alors vous voyez, il y a un titre très ambitieux, révolutionner. Alors moi je pensais plutôt à la manière dont on va publier les articles et à la manière dont on va diffuser les connaissances à travers la communauté scientifique. Alors j'ai une anti-sèche un peu longue, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour structurer. Donc moi ce que je vous présente, ça part déjà d'une vision qui est partagée entre plusieurs chercheurs, que j'ai côtoyés en France, dans le monde. Sur internet on peut trouver aussi plein de blogs de chercheurs, jeunes chercheurs pour la plupart, enseignants-chercheurs aussi, qui commencent à se poser des questions, qui hésitent à publier, voire qui décident de ne plus publier du tout. Moi je trouve que c'est dramatique pour la science quand on connaît la portée des enjeux et dans la diffusion du savoir en général. Alors moi je vous propose ça, révolutionner le processus de diffusion des connaissances scientifiques, ça va même au-delà des publications et des revues scientifiques. Donc très schématiquement, pour ceux qui ne connaissent pas ce processus, quand on est chercheur et qu'on a des résultats sympas, une étude qui a marché ou qui n'a pas marché, on a envie de diffuser, de communiquer ces résultats. Et donc on va présenter ces résultats sous la forme d'un article, qu'on va aussi appeler un papier. Le papier peut avoir différentes formes, ça peut être une lettre éditeur, ça peut être une biblio, ça peut être plein de choses différentes. Et on va décider, avec son équipe de recherche, tout seul, si on en est tout seul, de choisir une revue scientifique pour publier l'article. Et donc on choisit la revue, on envoie le papier au comité éditorial. Le comité éditorial va dire bah voilà, votre article correspond bien au thème de notre revue, on va l'accepter. Ou alors il va dire bah non, cherchez une autre revue. Une fois cette première barrière passée, il y aura un certain nombre de reviewers, en général c'est 2, dans certains cas 4, ça dépend de la revue. Des reviewers qui vont examiner l'article, voir si le design de l'étude est correctement fait, si les calculs sont adaptés, si les perspectives sont à la hauteur des enjeux, etc. Et votre papier, une fois qu'il sera accepté, s'il est accepté, modification mineure, au pire majeure, il va être publié dans un délai de 6 mois à 1 an, dans le meilleur des cas. Donc là, une fois qu'il est accepté, l'auteur abandonne ses droits d'auteur à la revue, en général, et l'accès au contenu de l'article devient payant pour n'importe qui veut le consulter. Donc dans ce processus, il y a quand même plusieurs problèmes, en tout cas que je vois à mon niveau. Le premier, c'est qu'on est en présence d'un oligopole, parce qu'il y a très peu d'éditeurs. Les plus connus, vous les connaissez peut-être, c'est Springer, Elsevier. Et eux, ils ont des coûts éditoriaux qui sont juste pharaoniques, pour les universités surtout, qui ont du mal à supporter autant de dépenses. Pour vous donner un exemple, l'Université de Montréal, elle a récemment renoncé à l'accès à certains éditeurs et elle a privé, écoutez bien, ses étudiants et ses chercheurs de près de 2000 abonnements à différents magazines. Il faut savoir qu'un abonnement annuel à une revue, c'est 5 000 $. Je vous laisse imaginer la suppression de 2000 accès à des revues. Petite parenthèse, il va sans dire que cet argent qui est utilisé pour les abonnements auprès de ne va pas pour financer d'autres projets de recherche. Peut-être moins ambitieux, mais en tout cas qui méritent peut-être d'être lancés. Donc le deuxième problème soulevé, c'est qu'on a quand même une validation par les pairs. Ça c'est important. Quand on soumet un papier, on est évalué par des gens du milieu, donc par ses pairs. C'est très honorable. Mais en réalité, les modifications qui sont demandées, je peux parler d'expérience, mais en tout cas les modifications même majeures,
elle relève plus souvent de la forme, pas citer une référence, pas rajouter un certain paragraphe, justifier plus un choix, que du fond du problème. Bon, ceux qui ont soumis leurs travaux pourront peut-être dire. Et puis il y a aussi le fait qu'une personne lambda, le patient X, il a peut-être envie d'avoir accès à une revue scientifique sans débourser à chaque fois $30 pour avoir accès à un article. Et il a peut-être envie, pas forcément payer un abonnement annuel pour avoir accès à une revue sur les diabétiques, tout ça. Imaginez le patient qui est dans un essai thérapeutique et qui a envie de voir ce que ça a donné dans d'autres pays sur d'autres populations. Je pense qu'il a le droit aussi à avoir l'information et ce qui est une certaine transparence. Alors j'ai encore identifié d'autres problèmes, mais j'ai pas le temps. Alors aujourd'hui, je vais quand même vous dire qu'il y a des solutions qui ont été apportées, mais le problème c'est qu'elles sont illégales. On parle de bibliothèques clandestines, en anglais shadow libraries. Donc pour vous citer une qui a fait un petit peu de bruit récemment, c'est Sci-Hub. Alors Sci-Hub, il y a plein de prononciations. En fait ça c'est un moteur de recherche qui va contourner les péages et qui va vous donner accès à près de 48 millions de publications au d'alarme de reste. Sauf que, vous vous doutez bien, les éditeurs, notamment Elsevier, traînent en procès Sci-Hub depuis l'été dernier, parce que c'est... Donc voilà, moi je viens avec cette question, j'ai pas forcément de réponse, j'ai des idées de solutions, on peut en discuter. Et c'est surtout pour pas que le monde de la recherche se retrouve embourbé dans un système où il faut absolument payer et où on pourrait passer cet argent à faire tellement de choses plus importantes et à fournir un accès de qualité à des personnes qui en ont envie. Merci. Nous allons prendre 2 questions. J'en vois déjà une là-bas. Tout d'abord, c'est une belle problématique. Moi-même, je suis scientifique, donc je sais de quoi tu parles. Et par contre, il y a la solution Open Access qui vient de sortir aussi, auquel on paye pour que notre travail soit ouvert. Et par contre, pour cette couche, en fait, la plupart des scientifiques ils se méfient un peu de tout ce qui est solution Open Access. On va dire, on dit qu'on paye pour que ça soit publié, et ça c'est mal vu. Donc en fait, tu touches une problématique qui est très difficile à gérer parce qu'il y a la partie crédibilité. Le fait de lire une publication, il faut qu'il soit crédible. C'est pour ça qu'il y a des reviewers derrière qui valident les travaux scientifiques. Mais aussi, il y a la partie modèle économique. Donc je suis d'accord qu'il faut que ça soit transparent. La science, c'est un peu son principe. Mais les gros soucis, c'est dans les modèles économiques, en fait. Contourner ça, c'est assez dur. Je ne sais pas si tu as vu si tu as vu des solutions avec un modèle économique qui ne soit pas par des abonnements. Alors je sais que moi j'aime bien le principe des archives ouvertes, comme Archive, c'est ma référence en tout cas en médecine. J'aime bien parce que ça donne accès à des choses, après à des travaux qui ne sont pas forcément publiables, mais au moins qui inspirent aussi d'autres choses, et c'est important. Mais c'est vrai que le fait que la qualité de la publication ne soit pas approuvée, ou en tout cas au minimum acceptable pour un travail scientifique, c'est vrai que ça pose problème. Après, les revues, comme tu dis, qui sont open access, mais où le chercheur paye, comme PLOS ONE, tout ça, ça pose quand même un problème. Quand on est dans des petites équipes de recherche, qu'on n'a déjà pas de budget pour bosser sur le bias ou des choses comme ça, c'est quand même dommage de payer pour se faire valoriser. Mais justement, il y a un problème de modèle économique. Il y a quelque part il y a de l'argent qui doit rentrer quelque part. En dernière. Elle est globale et j'espère qu'elle va servir à tout le monde. Déjà, je voulais remercier les intervenants. J'ai jamais vu ça pour un Startup Weekend, qu'on ait des médecins, des professionnels de santé qui viennent expliquer leurs problématiques et sur quoi on peut les aider. Donc, je pense que c'est une super idée. Et je pense qu'il faudra applaudir très chaleureusement après les orgas parce que c'est vraiment une super idée. Justement, ils vont devoir pendant ce week-end chercher des informations. Demain, on veut faire quelque chose pour le diabète, on veut faire quelque chose pour la vaccination, on veut faire quelque chose pour l'observance. On peut trouver des informations où on va sur Wikipédia, où il y a quand même des
banque en ligne d'information générale sur la santé. C'est bien de soulever un autre problème, une autre problématique que vous pouvez traiter ce week-end, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à Google, on a accès à tout et n'importe quoi. Donc, Doctissimo, votre meilleur ami, mais comment on trie les bonnes informations et en santé, il y a quand même la référence au PubMed. Ça dépend de plein de choses. Et on peut quand même avoir accès aux abstracts, à défaut d'avoir accès à tout le contenu. Moi, je sais qu'il y a un truc qui marche bien, c'est une fois qu'on a l'abstract et sur PubMed, le nom de l'auteur correspondant, envoyer un mail sympathique, c'est vrai que ça marche bien. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses. J'aurais tendance à j'ai dérogé à la règle, mais la première personne va leur poser une autre question, c'était ça. Oui, si je ne me trompe, la recherche, c'est une recherche publique, donc sur des financements qui sont publics. Et ce qui me choque, c'est justement, c'est ce que vous décrivez, c'est que d'un financement public, on passe à un business qui est purement privé. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen au départ d'agir sur les financeurs, c'est-à-dire les gouvernements, pour que ce qui est public puisse rester public? Oui, justement, est-ce que c'est avant d'être un problème, je dirais, de start-up de moyens, c'est un problème qui est purement politique? Ça me dépasse un peu ce problème politique. Moi, j'imaginais aussi peut-être une plateforme collaborative où il n'y ait pas forcément d'intérêt ni d'argent en jeu. En fait. Et du partage d'informations. Et vraiment collaboratif et sans système économique. Peut-être que c'est un modèle. Justement, poser la question, est-ce qu'il y a au niveau juridique, est-ce que quelqu'un qui a fait ces travaux a le droit de publier plus que son site? Un blog, tu fais des recherches, tu as le droit de publier ton papier. Après, si tu dis que tu vas publier dans ta revue, si tu as accepté, tu confies à ta revue. Théoriquement, ça t'a. Le problème, c'est que c'est un système vicieux, il faut publier dans des grandes revues pour ensuite avoir des financements pour pouvoir donner d'autres projets. On va prendre un petit feedback de Hacking Health pour terminer cette problématique. Merci. Encore une très belle grande question. Celle-là, on la voit moins rarement chez Hacking Health, mais peut-être en termes de recadrer dans le principe No Talk, All Action, qui est au cœur de Startup Weekend. Est-ce qu'on peut imaginer, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a d'un côté les gens vont sur Doctissimo, et puis après de l'autre côté du spectre, on a les revues scientifiques, on n'a pas grand-chose en milieu. Donc peut-être ça serait une problématique pour ce week-end. Ce que j'entends, c'est pas tant que ça MedTech, mais c'est peut-être plus des données, de voir est-ce que c'est possible de construire quelque chose qui soit entre les deux, qui permette à quelqu'un qui soit relativement bien éduqué mais qui manque d'information et qui souhaite avoir une information un petit peu plus claire mais qui pour autant n'a pas un background médical comme vous pouvez l'avoir. Oui, ça peut être un accès à l'information. Et ça ne résout pas non plus. Je vois qu'il y a encore de nombreuses questions à l'Assemblée. Je vous propose de nous rapprocher pour discuter ensemble à propos de ce sujet. Et nous allons maintenant passer au cocktail. Je vais repasser la main à Benjamin. Merci à tous, donc n'hésitez pas à discuter pendant le cocktail. Juste une petite slide pour quand même remercier nos partenaires sans qui on ne serait pas là, en particulier la Métropole de Lyon et la Fondation pour l'Université de Lyon, grâce à qui on a eu qui ont accepté de nous prêter cette salle. Donc on les remercie. Voilà, merci, mangez bien, prenez bien des photos et bonne soirée.